Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cet huitième épisode de nos vidéos sport santé performance avec le club d'athlétisme de Vesoul, le GACH. Aujourd'hui, on va parler récupération spécifique du sportif en essayant d'être synthétique et d'aller à l'essentiel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Marafi Samuel, je suis médecin du club, mais aussi médecin de l'équipe professionnelle de cyclisme BNB Hotel Vital Concept, et je suis médecin généraliste de formation et médecin du sport. Donc abordons ce vaste sujet qu'est la récupération du sportif. Le principe aujourd'hui, en termes de sujet, on va aborder plusieurs choses. Euh, Déjà, une rapide introduction pour redéfinir un peu les termes. Je vais aborder avec vous successivement les différentes méthodes de récupération. Et puis ensuite, on arrivera à une conclusion assez rapide. Si on doit redéfinir la récupération, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est un nom féminin consistant en l'acte de récupérer. Et récupérer, c'est revenir ou rentrer en possession des moyens qu'on avait ou de ce qu'on avait perdu. Si on prend le lexique, le jargon sportif, on va dire que c'est plutôt l'ensemble des processus qui vont permettre à votre organisme de retrouver son équilibre qu'il avait avant l'effort. En gros, c'est toutes les méthodes qui vont être mises en œuvre pour limiter l'impact de cet effort que vous venez de faire sur votre organisme. C'est ça la récupération. Alors après la récupération, au sens scientifique du terme, je pense que c'est tout aussi important que l'entraînement. Voire même plus, et ça doit faire partie intégrante de votre entraînement. Comme on planifie son entraînement, il est tout à fait logique de planifier sa récupération, de la périodiser, et tout ça conjointement avec vos entraîneurs respectifs, mais prendre le temps de bien récupérer, c'est prendre le temps de bien s'entraîner, de bien performer. Et tout ça en vue du principe de surcompensation, vous avez le schéma en bas qui vous l'illustre. En gros, la performance, que ce soit sportive ou alors le maintien des capacités sportives, passe par une phase d'entraînement qui va créer de la fatigue. Donc c'est la courbe inversée en bleu que vous voyez qui descend vers le bas. Et en fait, la récupération va vous permettre de vous amener dans un état de surcompensation qui, d'entraînement en entraînement, va vous permettre de progresser et de limiter vos blessures et d'atteindre un niveau supérieur à votre niveau initial. Donc en fait, on pense souvent à l'entraînement qui crée la fatigue, mais on ne pense pas assez à la récupération qui va permettre de surcompenser. Et Dieu sait que cette récupération est très importante, pardon. Donc négliger cette récupération, c'est quoi? C'est encourir le risque de blessure, d'infection, de fatigue, de troubles du sommeil X ou Y, de se désadapter à l'entraînement. Bien effectivement, quelqu'un qui récupère mal, c'est quelqu'un qui va créer de la fatigue fonctionnelle, non fonctionnelle, de l'overreaching, overtraining, bref, tout le continuum du surentraînement, bien évidemment. Et c'est quelqu'un qui va altérer sa performance. Donc la récupération n'est pas à négliger, sinon on arrive dans des situations comme vous le décrit cette courbe juste en dessous, avec un entraînement qui n'est pas suivi d'une récupération complète, mais incomplète, et qui, avec la succession des entraînements, va conduire vers un état de fatigue fonctionnelle, non fonctionnelle, overreaching, overtraining, comme vous connaissez bien. Donc tout ça pour vous dire que la récupération, c'est un élément clé de l'entraînement. Et j'insiste là-dessus, à mon sens, la récupération doit être intégrée dans votre programme, dans votre plan, dans votre périodisation, bref, dans votre plan de saison. Il faut savoir, il faut vous entraîner à bien récupérer. Un plan d'entraînement bien fait, normalement, votre coach doit vous donner un plan de récupération. Et on doit prendre le temps de récupérer. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, malgré tout, il faut trouver du temps pour bien récupérer. Bien évidemment, les éléments de récupération que je vais vous exposer juste après, c'est des éléments qui vont être adaptés en fonction de la situation. On ne va pas utiliser les mêmes méthodes au même moment en fonction de votre saison. Si vous êtes en début, milieu, fin de saison, si vous revenez de blessure ou si vous êtes en pleine forme, si vous sortez d'un bloc de charge ou vous êtes en plein dedans, si vous êtes dans une période d'affûtage, si vous êtes en plein entraînement, si vous êtes en pré-compétitif, si vous êtes entre deux compétitions, et bien en fait, la récupération va différer. Les méthodes que vous allez utiliser et que je vais vous décrire juste après vont différer. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le but, c'est pas de parler pendant 30 minutes de toutes les méthodes et de voir ce qui marche pas, mais c'est juste vous exposer des éléments simples et avoir une idée de leur valeur scientifique. Et surtout, que vous ayez vous les connaissances nécessaires pour ensuite utiliser tous les outils que je vais vous mettre à disposition pour créer votre propre récupération. Et encore une fois, la récupération, comme l'entraînement, ça se planifie, mais ça se personnalise. Paul ne récupérera pas comme Jacques, comme Pierre, et effectivement, en fonction de leur moment de leur saison, de leur pratique sportive, chacun va utiliser des méthodes de récupération différentes.
Donc, si on revient plus sur les méthodes, il y en a de nombreuses méthodes, plus ou moins étayées scientifiquement. Juste avant de rentrer dans le détail de ces méthodes, vous allez lire des choses sur Internet, telle méthode fait récupérer 30% de... Attention à ce qu'on mesure, attention à quand on le mesure. Qu'est-ce que la récupération en fait? Comment on mesure une récupération? Est-ce qu'on utilise des marqueurs biologiques dans le sang par exemple, donc les fameux CPK, les lactates et la diminution des lactates? Est-ce qu'on utilise des signes fonctionnels pour dire qu'on récupère bien? Est-ce l'absence de douleur, l'absence de fatigue, les douleurs musculaires? Est-ce qu'on utilise des marqueurs cardiovasculaires de fatigue, la fréquence cardiaque de repos, la fréquence cardiaque maximale, la variabilité de la fréquence cardiaque? Est-ce qu'on utilise des marqueurs de performance pour mesurer la récupération, la capacité à refaire un effort, la contraction maximale d'un groupe musculaire, le temps de maintien à une certaine vitesse en course à pied? Tout ça pour vous dire que faites attention parce que des fois une méthode va peut-être améliorer un marqueur biologique mais pas le reste. Est-ce qu'on va l'utiliser en pratique? Mais tout va dépendre de ce qu'on recherche et surtout à quel moment ils sont mesurés. 1 heure après l'effort, 2 heures, 5 heures, 24 heures, 48 heures, 2 semaines, 3 semaines, ça n'aura pas du tout le même impact. Donc on y va. Les différentes méthodes de récupération, alors il y en a plein. Il y en a plein, alors je suis désolé, je suis un peu dessus, c'est juste là, pardon, ici, voilà, là. Vous avez l'entraînement, la nutrition, l'hydratation, la récup active, les massages et les étirements, la cryothérapie, le froid, la pressothérapie, donc tout ce qui va être compression, l'électrothérapie, le sommeil, etc. Il y en a plein d'autres. Donc on va les aborder une par une, rapidement. Si on revient sur l'entraînement, deux mots très simples. Un athlète entraîné, il récupérera mieux et plus rapidement qu'un athlète non entraîné, qu'une personne sédentaire. Jusque-là, c'est une évidence, mais bon, il faut quand même le dire. Et on n'a pas la même capacité de récupération entre le début, le milieu et la fin de saison et notre préparation. Donc déjà, le meilleur moyen de bien récupérer, c'est déjà de s'entraîner correctement. Et un athlète qui va être adapté à son milieu d'effort, un athlète qui va s'acclimater par exemple à la chaleur, va mieux récupérer à cet environnement sportif qu'un athlète qui n'est pas adapté. Un athlète qui du coup va être aussi surentraîné récupérera bien effectivement moins bien et va pouvoir moins bien enchaîner 2 efforts. Sur le plan physiologique, on ne rentre pas dans les détails, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, l'entraînement déjà en lui-même est une clé de voûte de votre capacité à récupérer. Ensuite, si on prend la nutrition-hydratation, et ça va être un peu, je vais passer 2 minutes là-dessus parce que c'est le sujet le plus important, il y a 5-6 éléments, on va en prendre 5 mais il y en a beaucoup plus, essentiels à la récupération, et ça a été étayé scientifiquement. C'est l'hydratation, la capacité de recharger votre stock de sucre, donc en glycogène, la capacité d'apporter vos protéines, donc l'apport protéique, limiter l'acidité induite par l'effort, et limiter aussi, bon, il y a le stress oxydatif, mais je l'ai mis un petit peu à part, mais limiter aussi l'hyperperméabilité intestinale qui va être induite à l'effort. Si on prend l'hydratation, en gros, je vais résumer, je ne vais pas rentrer dans les détails à chaque fois, mais quelle quantité faut-il boire pour bien récupérer? Il faut boire environ, ça dépend des études, mais 150% de vos pertes à l'effort. Donc si pendant un effort, vous avez perdu 1 kg, la plupart du temps c'est de la flotte, il faut boire 1,5 litre. C'est tout simple. Donc après, comment on fait? Il faudrait se mesurer dans les mêmes conditions avant et après l'effort, déduire ce qu'on a bu pendant l'effort et puis calculer ça. C'est un ordre de grandeur, mais tout ça pour vous dire que plus il fait chaud, plus on perd de l'eau, plus il faut boire. À quelle quantité, quel rythme il faudrait boire? On va dire 150-200 ml toutes les 15-20 minutes. Faut pas être trop agressif non plus dans l'hydratation. Quand? Dès l'arrêt de l'effort. Alors si vous avez fait un effort intensif, effectivement, on a une espèce de gastroparésie au niveau de l'estomac qui nous empêche de boire un truc juste après, donc quelques secondes, quelques minutes, mais en tout cas assez rapidement, pas attendre 1 heure, 2 heures. Et puis généralement, il faut boire pendant moins 3-4 heures, voire même jusqu'au soir même, jusqu'à un état finalement de retour à un état d'hydratation normal. Un des meilleurs marqueurs, c'est la coloration de vos urines, bien au-delà d'autres techniques de mesure. Des urines claires vont être un marqueur assez sensible de votre état d'hydratation. Quel type de boisson maintenant? Alors on a plusieurs boissons, de l'eau fait l'affaire, mais après, comme vous voyez sur ce diagramme, plus vous allez sur la gauche, plus la réhydratation va être meilleure. On part sur la barre noire qui est en plein milieu, qui correspond au taux d'hydratation avec de l'eau plate. Plus on est à droite, moins ça hydrate, donc le café, effectivement, vous voyez, il est tout à droite, il hydrate moins. Le café a des vertus diurétiques, donc effectivement, en fait, au final, on boit une quantité qu'on va plus pisser après. Et par contre, si on va sur la gauche du diagramme, du tableau, on va aller sur des solutés qui vont mieux réhydrater, et en chef de file, là, les 4 qui ont une petite étoile, c'est-à-dire qu'ils ont une augmentation de leur taux de réhydratation de manière significative au niveau de la science
par rapport à l'eau plate, on retrouve le jus d'orange, on retrouve le lait demi-écrémé, le lait écrémé, voire même les solutés de réhydratation. Pour ceux qui ont des enfants, les solutés de réhydratation, c'est ce qu'on donne en petits sachets aux enfants qui ont la diarrhée pour les réhydrater. Ça contient des électrolytes et ça réhydrate très très bien. La bière. Je l'ai mise là, on en parle souvent avec mes collègues qui interviennent au niveau de la récupération. La bière, effectivement, en termes quantité, réhydrate. Comme vous voyez ce diagramme, là on arrive à plus 0,6 kg, on est bien réhydraté, mais en fait la bière a aussi un effet diurétique. Donc dans les heures qui vont suivre son absorption, en fait finalement on va reperdre un peu de poids. Et ça c'est que pour l'aspect hydrique. Je ne parle pas du sucre, je ne parle pas des électrolytes qu'ils contiennent, de l'alcool et tout ce qui est pro-inflammatoire. Là on parle juste de la partie hydrique de la bière. Restaurer son sucre. Donc on boit, première chose. Deuxième chose, on restaure son sucre. Vous voyez bien que quand on fait un effort, ça épuise les stocks en sucre. Et en fait, l'idée, c'est de revenir à une compensation assez rapide de ces stocks en sucre. Donc ça, immédiatement après l'effort, il faut consommer un glucide, un sucre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de remettre en stock sous forme de glycogène qu'on a dans les muscles et dans le foie. Et en fait, on se rend compte que la consommation de sucre après l'effort est importante, mais aussi pendant l'effort, pour la récupération. En fait, là, vous regardez ce diagramme-là qui montre l'évolution du taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress que vous allez avoir après l'effort. Et bien en fait, on se rend compte que ceux qui ont pris une boisson sucrée pendant l'effort vont avoir une moindre augmentation de ce taux de cortisol que ceux qui n'en ont pas pris. Donc après, les risques infectieux et tout ce qui en déduit, plus on a un cortisol haut, plus on risque d'être infecté. L'apport de sucre pendant l'effort, on voit sur ce diagramme-là, en fait, ceux qui ont pris un sucre pendant l'effort, ça c'est des marqueurs de perméabilité intestinale, vont avoir une moindre élévation de ces marqueurs, donc une moins grosse perméabilité intestinale post-effort que ceux qui ne vont pas avoir cette consommation glucidique pendant l'effort. Et on retrouve la même chose pour le stress oxydatif induit par l'effort. Ceux qui prennent une boisson glucidique, comme vous voyez ici avec l'histogramme bleu foncé, vont avoir une moins grande oxydation post-effort que ceux qui vont ne pas utiliser de boisson glucidique. Donc l'apport glucidique est très important pendant l'effort pour la récupération et ensuite en récupération. Maintenant, quelle quantité on apporte de glucides en récupération? Eh ben, on voit qu'au niveau de la quantité absorbée, on stagne aux alentours de 1,5 g par minute, donc ce qui fait environ 60 à 90 g/h. C'est des grosses doses de glucides, hein, il faut que vos intestins les supportent. Et quand est-ce qu'on va les apporter? Eh ben, en fait, en gros, dès la fin de l'effort, entre 30 minutes et 3 heures, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Cette fenêtre métabolique, c'est la période de temps pendant laquelle votre organisme est le plus enclin à absorber vos glucides pour les transformer en glycogène, molécules de structure et de stockage dans vos muscles. Et on se rend compte que là, vous voyez, vous avez une unité 800 qui va permettre l'absorption et le stockage en glycogène. La même unité de temps, de glycogène, de sucre apporté beaucoup plus tard, va, même de manière plus importante, moins élever les stocks en glycogène. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour les apporter précocement, c'est durant la fenêtre métabolique, donc cette période de 30 minutes à 3 heures après l'effort. Quel type de glucides après l'effort donc on apporte pendant cette fenêtre métabolique? Plutôt des glucides qui ont un index glycémique haut. On voit là sur le diagramme à droite que en fait, ce sont ceux qui vont optimiser un petit peu mieux le stockage musculaire en glycogène après l'effort. On a parlé des sucres, de l'hydratation, il y a aussi les protéines. En fait, les protéines, tout le monde comprend qu'il faut apporter des protéines en récupération pour reconstruire du muscle, donc c'est le rôle un peu structural. Les gens ignorent souvent le rôle fonctionnel des protéines. Les protéines, ce sont des acides aminés. Ces acides aminés, ils ont chacun des rôles en dehors de la reconstruction musculaire. Ils ont des rôles aussi sur l'immunité, au niveau hormonal, au niveau génomique, au niveau intestinal. Et là, j'attire votre attention sur deux acides aminés, par exemple, comme la glutamine et l'arginine, qui sont des acides aminés qui vont améliorer la cicatrisation intestinale et qui vont aussi améliorer votre fonctionnement immunitaire. Après l'effort, on sait qu'après l'effort, on a une diminution des fonctions immunitaires. Je vous invite à consulter la première vidéo Sport Santé Performance qui traitait de ce sujet-là. Et l'apport de glutamine et d'arginine en récupération peut limiter cette immunodépression post-effort. Alors, quand est-ce qu'on apporte les protéines? Pareil, pendant la fenêtre métabolique, 30 minutes à 3 heures, 4 heures. Quel type de protéines? On va voir juste après. Le soir, la caséine est intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que là, juste après l'effort, d'apporter une vingtaine, trentaine de grammes de protéines, c'est très intéressant. Mais en fait, la nuit, votre corps va quand même détruire des protéines s'il n'en a pas. Et à ce moment-là, l'intérêt de la caséine, qui est une protéine à libération prolongée au niveau gastrique,
va vous permettre d'avoir une diffusion beaucoup plus lente et donc un anabolisme, une construction musculaire pendant votre nuit. Quel type de protéines on apporte en récupération, hormis la caséine le soir? Je m'excuse, j'aurais dû mettre les diapos dans l'autre sens. Des protéines idéalement à haute valeur biologique, donc il y a beaucoup d'acides aminés, donc toutes les protéines dérivées de l'œuf et du lait sont très intéressantes. L'albumine dans l'œuf est très intéressante. On voit sur ce diagramme, c'est les protéines qui vont améliorer la reconstruction musculaire, la synthèse des protéines musculaires, et on voit qu'en top du top, on a la whey protéine. On a aussi le lait, la caséine, comme on a vu tout à l'heure, et l'œuf en 5e position, qui sont des protéines intéressantes pour la reconstruction musculaire. Donc la whey, on voit sa supériorité ici pour la reconstruction musculaire par rapport à d'autres protéines, dont la caséine et dont les protéines de lait. Ce qui est intéressant, on a parlé d'hydratation, de sucre et de protéines. Ce qui est intéressant, c'est pendant cette fenêtre métabolique, quand on apporte conjointement des sucres et des protéines, ce sont les deux diagrammes de droite, il y a une augmentation de la mise en stock des sucres sous forme de glycogène que si on apportait, versus si on apportait simplement des glucides seuls ou des protéines seules. Limiter l'acidité, alors là je vais passer très vite, mais en gros quand on fait un effort, on a une balance acide au niveau de notre organisme qui est régulée par le système respiratoire, les os et les reins, et en gros quand on fait un effort au niveau tissulaire va se produire une acidité liée à plein de choses, plein de phénomènes, mais en particulier aux déchets des métabolismes énergétiques, et du coup on va avoir une acidité, donc c'est le pH de nos tissus qui va diminuer, qui va mettre en jeu notre système tampon qui vont permettre de réguler tout ça. Le pH sanguin finalement va très très peu varier, mais du coup ces systèmes tampons vont avoir des conséquences négatives, surtout le système osseux, on ne va pas rentrer dans le détail, mais du coup quand on fait un effort on acidifie l'organisme, et c'est vrai que c'est intéressant en récupération de diminuer cette acidité en apportant des aliments qui sont alcalinisants. Et là je vous invite à regarder donc l'histogramme qui est à votre droite, qui classe les aliments en fonction de leur pouvoir alcalin. Donc on appelle ça l'indice PRAL, et on voit que les légumes, les fruits sont très intéressants, mais par contre faites attention aux viandes, surtout viande rouge, aux fromages à pâte dure qui sont très acides, et à certains sodas aussi qui sont très acides. Je vous invite à consulter aussi cet indice PRAL sur internet, vous verrez que les épices, les herbes aromatiques sont très intéressantes pour diminuer l'acidité. Alors il y en a plein, que ça aille du curcuma au gingembre, au paprika, à l'aneth, au cumin, ce que vous voulez, mais en tout cas épicez vos plats du soir, ça peut vraiment vraiment être intéressant. Ou alors vous pouvez utiliser simplement une eau bicarbonatée qui va diminuer l'acidité, et là il y en a plein, je vous les ai classés là, il manque la ceinture par exemple, mais voilà. Alors du coup on fait des combinaisons chez le sportif de haut niveau, on fait une boisson qui va apporter à la fois la réhydratation, le sucre avec du jus de cerise ou du jus de raisin, les protéines avec un shaker à côté, et puis aussi ils vont avoir, cette boisson va être faite à base de ceinture ou de kézak ou de badois. Donc du coup on va avoir dans une boisson ou deux, eh ben, on va avoir la réhydratation, l'apport en glucides, en protides et la limitation de l'acidité. Limiter l'hyperperméabilité intestinale, on n'en parle pas souvent, je le mets là parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. En gros, quand vous faites un effort, vous augmentez la perméabilité de vos intestins à l'alimentation par des phénomènes vasculaires, mécaniques, oxydatifs, de déséquilibre du microbiote, d'augmentation de la chaleur locale, voire même d'augmentation des toxines, qui fait que vous allez créer de l'inflammation et une mauvaise tolérance à certains aliments du coup. Donc je vous invite, surtout après un effort, à prendre soin de votre intestin et de votre paroi. Donc on en a parlé de ces deux acides aminés, la glutamine et l'arginine, qui ont un effet cicatrisant à ce niveau-là. Tous les prébiotiques, les probiotiques, l'inuline, les oligosaccharides, la chicorée, le thé vert, enfin pas mal de choses au niveau alimentaire qui peuvent améliorer la cicatrisation intestinale. Bien évidemment, limiter l'acidité et l'oxydation, limiter aussi les aliments qui, du coup, dans ces conditions, peuvent créer des réactions allergéniques ou allergisantes ou endotoxinogènes comme le gluten, les protéines de lait de vache. Augmenter la digestibilité, bien évidemment, prenez le temps de mastiquer, attention à la température de ce que vous mangez, et limiter certains aliments qui vont être irritants comme le café ou l'apport glucidique, je vous en ai parlé tout à l'heure, 60 à 90 grammes heure, ça peut être énorme, mais ça peut créer des troubles digestifs. Limiter certains médicaments, les anti-inflammatoires, les corticoïdes, les antibiotiques, certaines statines, bien évidemment, très important, mais je reviens sur les anti-inflammatoires qui souvent sont utilisés parce qu'après un effort, on a mal à un tendon, et ben, sachez que ça abîme énormément vos intestins, donc c'est peut-être pas le bon plan. Donc on en a fini sur la nutrition, je suis désolé, on va essayer en 5 minutes de balayer le reste. Si ensuite on regarde, on a la récupération active. Alors la récupération active, c'est quoi? Le but, c'est de réaliser un effort d'une intensité faible juste après l'effort que vous avez fait. Donc ça permet d'éliminer les déchets, de diminuer les douleurs. Ce qu'on appelle les DOMS, c'est un peu les douleurs retardées musculaires, c'est un acronyme anglais, Delay Onset Muscle Soreness.
En gros, ce sont des douleurs à 48 heures, les fameuses courbatures à 48 heures, on va dire ça comme ça. La récupération active permet d'augmenter le flux sanguin au niveau musculaire et au niveau de l'ensemble du corps et de diminuer la fatigue. Il y a des études scientifiques qui montrent que la récupération active est intéressante. Comment ça se fait? En gros, c'est monter sur un vélo, éventuellement faire du rameur. Il faut qu'il y ait une mobilisation corporelle globale immédiatement après l'effort, pendant une dizaine-quinzaine de minutes, à une intensité faible. On dit généralement en dessous du seuil ventilatoire numéro 1, en dessous de 60-65% de la VO2 max. Et là, sur ce tableau-là, on se rend compte que ceux qui ont fait une récupération active, une récupération passive, c'est-à-dire 0%, récupèrent moins bien au niveau là d'un marqueur biologique qui est la lactatémie, par rapport à ceux qui ont fait un effort post-effort, justement une récupération active plus ou moins intensive. Les massages, les étirements, je vais passer très rapidement dessus. Alors les massages, globalement, il y a peu d'effets physiologiques. Il y a quelques études, je vous les ai mis les deux en dessous là, qui montrent qu'il y a peut-être une diminution des cytokines pro-inflammatoires, que ce soit l'interleukine 1, 6 ou le TNF. Il y a plus des effets perceptifs, psychoperceptifs, voire même placebo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces effets-là sont relatifs à l'importance de l'expérience du masseur, de la personne qui va masser. Vous voyez l'étude qui est en bas là. Plus le masseur est expérimenté, plus on a des effets positifs ressentis par le sportif, avec des effets qui sont ressentis avec une durée minimale de 30 minutes à 1h30. Donc intéressant, mais un peu plus anecdotique par rapport aux éléments qu'on a parlé avant. Les rouleaux de massage, du coup, qui ont pour avantage de pouvoir être utilisés seuls, être facilement transportables et de coût relativement faible. Alors, effectivement, il y a des données scientifiques. Là, je cache un peu l'infographie, mais il y a des données scientifiques qui montrent que ça améliore l'amplitude articulaire, que ce soit active ou passive. Alors, c'est au niveau neuromyofacial, on va dire ça comme ça, que ça diminue les douleurs musculaires, les douleurs myofasciales de manière bilatérale, et puis que ça améliore l'activation musculaire, surtout après des séances de stretching. Donc pourquoi pas en récupération, à discuter, mais en tout cas on ne note pas d'effet délétère, tout comme le massage d'ailleurs au passage. Donc voilà. Les étirements, alors on va pas revenir sur le débat des étirements, il y a plusieurs types d'étirements. Ce qui est usuellement réalisé, ce sont les étirements passifs en post-effort. Quand on regarde la science, il y a encore une revue de littérature, je suis sincèrement désolé, je ne vous ai pas mis le lien, mais il y a une revue de littérature qui montrait des effets quasi nuls, très peu d'intérêt. Je parle des étirements passifs en récupération. Donc pareil, ça reste discutable. Il y a quelques données qui montreraient éventuellement une augmentation de certaines lésions musculaires. Bon, dans le doute, je pense que c'est pas un élément à placer en premier en tout cas. La cryothérapie, donc le froid, élément intéressant. Il y a plusieurs techniques pour le froid. On a l'immersion en eau froide. On a l'utilisation du froid par pression en caisson ou en chambre, ce qu'on appelle la cryothérapie corps entier. Alors, il y a beaucoup de données, c'est un petit peu à la mode. Il y a des données contradictoires, tout simplement par difficulté de protocolisation au niveau scientifique. C'est difficile de faire du double aveugle, pour ceux qui connaissent un peu la science, avec du froid. Globalement, ce qui semble sortir du lot dans toutes les techniques de froid, que ce soit le froid sous la douche, la neurocryostimulation, l'application de glace, l'immersion en eau froide ou la cryothérapie corps entier, c'est que l'immersion en eau froide marche plutôt bien dans certaines situations que je vais vous décrire, et la cryothérapie corps entier aussi. Donc ça réduit, là c'est l'ensemble des études, c'est une synthèse que j'ai empruntée à un de mes collègues, Anaël Aubry. C'est une synthèse qui montre que ça peut réduire les dommages biologiques toxinogènes qui sont mesurés au niveau sanguin. Là on parle de l'immersion en eau froide, hein. Diminuer les douleurs musculaires, les courbatures et les DOMS. On a des tendances scientifiques plutôt intéressantes. Mais malgré tout, il y a des données qui montrent qu'effectivement, en post-exercice, surtout intensif, c'est intéressant. Par contre, faire attention sur l'utilisation prolongée et répétée qui diminuerait l'adaptation musculaire et qui du coup aussi créerait une adaptation au froid de l'organisme. C'est-à-dire que le corps prendrait habitude au froid, à ces techniques de récupération, et les effets seraient moindres. L'immersion contrastée, je suis désolé, on ne voit pas le terme non plus. Il y en a qui s'amusent à mettre du froid puis ensuite du chaud. Ça montre effectivement certains effets. On va pas trop aller dessus. Voilà. La cryothérapie corps entier, effectivement, diminution de la douleur. Vous savez, c'est dans les chambres, hein. Diminution de la fatigue et augmentation du bien-être. Il y a plusieurs données scientifiques qui montrent que ça diminue la fatigue, surtout la fatigue centrale, avec une amélioration des marqueurs cardiovasculaires liés à ça, et qu'on a une amélioration du sommeil et de toutes les structures oxydatives et inflammatoires qui vont être créées après l'effort. Donc la cryothérapie corps entier a des intérêts.
Tout ça pour résumer sur la cryo que c'est personnalisable. J'ai mis à aimer, c'est à adapter, pardon, et c'est personnalisable. C'est à discuter. Si vous recherchez des adaptations pour votre organisme, vous êtes en période de charge ou d'entraînement, il y a peu d'intérêt. Il faut laisser votre organisme peut-être surcompenser naturellement. Par contre, si on est en pré-compétitif, si on enchaîne, si on est en course, si on a une énorme fatigue centrale, si on a des troubles du sommeil ou si on est en surentraînement, pourquoi pas? Ça peut être un outil parmi d'autres pour lutter contre ces états. La pressothérapie, je vais vite terminer, la pressothérapie c'est la capacité à comprimer une zone du corps, et on parle souvent des membres inférieurs, pour améliorer le retour veineux, lutter contre la stase, et scientifiquement ça a été prouvé que ça améliorait l'utilisation des substrats énergétiques et structurels, en tout cas ça améliore l'apport sanguin, et ça élimine les déchets métaboliques induits par l'effort. Donc, dans les diverses études qu'on a, les athlètes relatent une diminution de leur sensation de lourdeur de jambes, de ces fameuses courbatures à 48 heures, et ça améliorait certains marqueurs métaboliques. Je vous ai mis les études. Tout ça pour dire que la pressothérapie, ça a un intérêt scientifique et c'est utilisé depuis déjà quelques années dans le milieu sportif, surtout dans le sport d'endurance, qu'il faut utiliser une compression. Alors, adapté à sa morphologie. Si ça ne se comprime pas, ça sert à rien. Si ça comprime trop, ça peut être dangereux sur le plan artériel, cutané et surtout pour la tolérance. Bas aux chaussettes, il n'y a pas vraiment de différence. C'est un peu comme vous voulez. Le textile doit être confortable. Souvent, on utilise des textures à base de bambou, pourquoi pas. Non allergisant et respirant, parce qu'il va falloir le tolérer. La pression, alors on parle de pression dégressive quand ça comprime plus vers le bas et moins vers le dessus. C'est la compression médicale qu'on utilise usuellement. Progressive, c'est celle qu'ont développé certaines marques sportives où la compression au niveau du mollet est plus importante qu'au niveau de la cheville. Ou pression constante, finalement, quand on regarde un peu les études scientifiques, c'est kiff-kiff. Donc, pas forcément y prêter une attention énorme. Apporter après l'effort et jusqu'au soir, ça c'est important, et retirer la nuit. La durée optimale n'est pas forcément établie, une dizaine, douzaine d'heures, mais en tout cas, on sait que scientifiquement, ça a un intérêt. Alors, il y a les bas de compression usuellement utilisés. Là, je parle en récupération, hein. Il y a aussi la pressothérapie avec les bottes de pressothérapie. Il y a des boîtes qui développent ça. Il y a de plus en plus de coureurs qui utilisent ça. Ça a un intérêt aussi. Il y a même des boîtes qui développent ce qu'on appelle le Game Ready, qu'on utilise dans le milieu du vélo, où en fait on associe à la fois un système de pressothérapie et il y a de la glace qui circule à l'intérieur, un système de froid pour que la température cutanée descende aux alentours de 0 degré. Donc il cumule du coup la cryo et la pressothérapie. L'électrothérapie, le principe c'est d'utiliser un électrostimulateur. Quand on regarde la science, ça améliore l'élimination des déchets métaboliques par un effet sanguin. Ça améliore les capacités de performance à haute intensité quand elles sont amenées à être renouvelées. Ça améliore la récupération sur le plan perceptif et ça diminue la fatigue musculaire, donc c'est intéressant. Alors après, il y a plusieurs modèles qui sont vendus. Je ne suis pas là pour faire débat. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de modèles très onéreux alors que des modèles bas de gamme souvent font très bien l'affaire? L'idée, c'est d'utiliser ça rapidement après l'effort avec le mode capillarisation, le mode retour veineux. C'est intéressant en position assise sur les mollets, aussi sur les cuisses, mais surtout sur les mollets. Et le but, c'est d'avoir une contraction visible sans douleur, d'une durée minimale de 5 minutes. Il n'y a pas vraiment de seuil supérieur. Le sommeil, je vais en finir là-dessus. Le sommeil, c'est très intéressant et c'est un des éléments clés aussi de la récupération. Chaque individu a un chronotype, c'est-à-dire un type de sommeil variable. Le sommeil de chacun est organisé en cycles répétés avec plusieurs phases. Vous voyez, là, on a le sommeil léger, profond et paradoxal qui va être défini par plusieurs cycles. La science, ce qu'elle dit, c'est que la récupération psychologique est intéressante via le sommeil. La récupération musculo-articulaire, mais aussi physiologique, que ce soit de la fatigue cardiovasculaire et de l'élimination des métabolites. Donc le sommeil a un intérêt là-dessus. On sait que la privation de sommeil, chacun par rapport à son chronotype, va augmenter la fatigue perçue, va augmenter la fatigue physiologique, va diminuer la performance, va augmenter le risque de blessure, comme on disait tout à l'heure. On sait qu'on a chacun une durée optimale de sommeil, tout en sachant que quand on va diminuer drastiquement notre durée de sommeil, vous regardez les diagrammes ici, on va avoir finalement une probabilité de se blesser plus importante et un risque infectieux plus important. L'idée en fait, c'est de respecter son sommeil et surtout de respecter le premier cycle qui est très important. C'est le cycle où la synthèse d'hormones de croissance et de ses dérivés comme l'IGF-1 va être le plus important. Donc, respectez votre propre sommeil, couchez-vous à la sensation de fatigue, et si on a loupé le premier cycle, et malheureusement la capacité d'endormissement n'arrivera qu'au deuxième cycle, gardez vos habitudes quotidiennes de lever et de coucher.
Limiter les repas riches en graisse le soir pour des problèmes digestifs majeurs et surtout ne pas vous coucher juste après le repas. On sait que l'apport glucidique le soir a un intérêt sur les capacités à endormir. Limitons tout ce qui est psychostimulant, que ce soit alimentaire, comme la caféine, la théine ou l'alcool. Alors l'alcool va plutôt fragmenter le sommeil et donner un sommeil de moins bonne qualité. Limitez aussi les écrans qui sont psychostimulants, la lumière bleue, les smartphones. On sait que maintenant il y a des fonctions anti-lumière bleue, mais ça garde quand même le côté psychostimulant. Donc voilà. L'activité physique intense doit être limitée après 18-19 heures. Il faut bien évidemment avoir un environnement calme, avec une literie adaptée et une température de la chambre adaptée entre 18 et 20 degrés. Donc tout ça sont des conditions pour avoir une hygiène de sommeil intéressante. La sieste est intéressante, ce qu'on appelle la power nap. La sieste de 30 minutes est très utile en récupération et on la conseille vivement. La sieste royale, elle, est un peu moins utile puisqu'on est un peu vaseux pendant 1 ou 2 jours après et surtout elle est d'une durée d'1 heure à 1h30. C'est vraiment utile dans les états de fatigue assez prononcés, dans les fatigues fonctionnelles, là je parle sur le plan sportif, vraiment à réaliser plutôt à distance d'une compétition. Par contre, la power nap est très intéressante. Donc, les autres techniques, je passe très vite. La photobiomodulation, vous avez sûrement vu des systèmes où on met de la lumière pulsée ou du laser sur une partie du corps. Pour avoir fait de la revue de littérature, in vitro pourquoi pas, in vivo on a quand même peu de données. Ça reste des données sur des marqueurs, sur des sportifs très isolés, donc en fait on ne peut pas en extrapoler des résultats monstrueux. On manque de données comparatives versus placebo. C'est un peu compliqué, donc bon, vu le prix, à mettre un peu de côté. La récupération passive simple, c'est-à-dire ne rien faire, c'est une méthode de récupération, mais beaucoup moins efficace que toutes celles qu'on a vues avant. L'apport d'antioxydants, je pense que c'est plutôt une histoire une réflexion globale qui dépasse simplement le cadre de la récupération avec des prises en charge personnalisées en fonction des statuts oxydatifs de chacun. La thermothérapie, le chaud, on n'en a pas parlé. Certains ont essayé d'étudier les chambres thermiques, le sauna. Ça a éventuellement un intérêt. Le problème, c'est que c'est discutable, ça manque quand même de données et les sensations sont parfois difficiles d'aller se mettre au sauna après un effort. Donc, dans certaines conditions, ça a montré des petits trucs, mais vraiment discutable. Donc, pour conclure tout ça, je pense que la récupération, et j'en suis intimement persuadé, c'est un élément clé de l'entraînement et ça doit avoir la même importance que l'entraînement. Elle doit être personnalisée, adaptée à chaque moment de votre vie de sportif et en fonction de vos objectifs et de votre moment dans la saison. Donc avec tous les éléments que je vous ai décrits tout à l'heure, il faut tester sa récupération et maîtriser bien sa récupération parce que quand on la maîtrise, on la fera beaucoup mieux. Une mauvaise récupération est à la base de blessures, infections et baisse de performance, bien évidemment. Si vous voulez bien vous entraîner, il faut répéter les charges d'entraînement, donc il faut bien récupérer. Bien évidemment, comme dans tout, il faut bien faire les bases en récupération. Donc on a parlé de méthodes des fois un peu poussées. Faire les bases, je pense que c'est déjà bien. Écoutez votre corps, et là je reviens sur faire les bases. Qu'est-ce qui est important? Pour bien récupérer, il faut déjà bien s'entraîner. Je pense que c'est la base. Retenez l'hydratation, l'apport de glucides, de protéines, limitez l'acidité et votre prise en charge de votre hyperperméabilité intestinale. Déjà ça c'est un élément clé en récupération et quand on aura tout le monde quand tout le monde aura fait ça, ce sera déjà pas mal. Les bas de compression et les chaussettes ont un réel intérêt, tout comme la qualité de votre sommeil. La récupération active, pourquoi pas quand on a le matériel. Les électrodes, pourquoi pas quand on a le matériel. La cryo, si vous pouvez, pourquoi pas. Le bain froid, ça peut être accessible. Et puis après, les massages, l'électrothérapie, les étirements, les choses comme ça, pourquoi pas. Mais ça vient plutôt en dernier, avec d'autres choses plus étayées scientifiquement. Donc voilà, je suis désolé, j'ai été un peu long, une trentaine de minutes, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Essayez de retenir l'essentiel. En tout cas, voilà, c'était le 8e épisode de nos vidéos sport santé performance, vidéos qui ont été mises en ligne par le club d'athlétisme pendant cette période de confinement. Vous aurez bientôt droit à la 9e avant la fin du confinement, le début du déconfinement. En espérant que toutes ces vidéos vous ont plu, on a passé pas mal d'heures avec tout le staff, donc je remercie Michael Barbé, notre kinésithérapeute, Isabelle Parietti, notre diététicienne nutritionniste, je remercie Caroline Farvac, notre podologue pédicure, je remercie aussi Emmanuel Garret, notre coach section trail, Nicolas Petit, notre président, et Julien Casoli qui s'est prêté aussi au jeu pour les vidéos. On en refera sûrement à l'avenir, on vous retiendra au jus. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, je vous laisse juste en bas, ici, tac, toutes les coordonnées qu'il faut. Vous avez mon mail, vous avez aussi plein d'informations sur le site internet de notre club, sur le GASH, le site internet de la Team Trail et nos pages Facebook respectives, pardon.
Et puis je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo sport santé performance avant le déconfinement. Voilà, ciao, bonne journée.